Bienvenue tout le monde sur ma chaîne Univ Jeune. Aujourd'hui, nous allons aller au Sénat. Let's go! Donc Sylvia Noël, je suis sénatrice de Haute-Savoie depuis 2018 et également conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2021. Je suis Patrice Huband, président de Nouvel Essor Français, qui est un mouvement politique qui met sur la table un projet qui se veut le plus ambitieux pour le pays depuis 1958. Et sinon, sur le plan professionnel, j'ai commencé ma carrière dans les armées après ça, une carrière d'officier relativement classique. Ensuite, j'ai basculé dans la haute fonction publique et après les armées et la haute fonction publique, ne connaissant pas ceux qui nous nourrissent, les entrepreneurs, j'ai fait 5 années en tant que cadre dirigeant dans une organisation patronale. La première question, c'était vous, Sylvain. Pourquoi avez-vous voulu vous investir en politique et est-ce que c'était en lien avec vos études? Alors j'ai toujours aimé à la fois la politique et le droit. Donc quand j'ai terminé mes études de droit, donc j'ai fait une maîtrise de droit public et un DESS de juriste des collectivités territoriales, j'avais effectivement le souhait de trouver un métier qui puisse m'aider à concilier ces deux centres d'intérêt. Et j'ai eu la chance d'être recrutée par un député, le député de ma circonscription, qui recherchait une attachée parlementaire. Et donc j'ai eu la chance de travailler à ses côtés durant une douzaine d'années. Et durant cette expérience-là, eh bien, ont eu lieu les élections municipales de 2008. Alors moi, je n'avais pas du tout l'ambition un jour de passer derrière la barrière, si vous voulez. Voilà, moi, mon métier me permettait de m'épanouir pleinement dans l'exercice de ces deux activités. Et puis sont arrivées les élections municipales et moi, j'étais née dans un petit village dans lequel je vivais. Et quelques mois avant ces élections, une personne, puis deux, puis trois sont venus me voir pour me dire bah voilà, tu as selon nous l'expérience, les connaissances, etc. pour faire un excellent maire de notre village et donc on souhaite monter une liste avec toi. Bon, moi j'avais 30 ans, j'avais jamais été élue municipale, donc bon, j'ai été un peu effrayée par le challenge, mais bon, j'y suis allée et puis on a été élus. Je me suis laissée prendre au jeu, j'ai beaucoup aimé voilà, m'investir pour ce village dans lequel je vivais, qui m'avait vu grandir. Et puis en 2014, j'ai été réélue. Et cette même année, l'un de mes amis, Jean-Claude Carle, qui était sénateur sortant de Haute-Savoie, allait se représenter pour un dernier mandat. Et donc c'était l'avènement du scrutin de liste pour ces élections sénatoriales. Donc il recherchait une femme pour mettre en numéro 2 sur sa liste. Donc il avait pensé à moi. Mais bon, ouais, voilà, moi je me suis engagée à ses côtés vraiment dans la perspective de l'aider à être réélu, ce qui a été le cas. Il a été très brillamment réélu. Moi non, mais ça m'allait très bien. Et en 2018, un soir, il m'a invité à manger en me disant, bah voilà, dans quelques mois, j'aurai 70 ans, il est temps pour moi de passer la main, donc je vais démissionner et tu vas prendre ma succession. Donc voilà, moi j'étais pas du tout dans cette perspective-là. J'étais mère de mon village, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Voilà, j'étais vraiment à milieu de tout ça. Mais bon, j'ai accepté en me disant c'est une occasion unique peut-être voilà, de suivre ce chemin de parlementaire. Et en me disant que de toute façon ce serait que pour 2 ans, puisque je devais terminer son mandat. Et donc en 2020, l'expérience m'avait plu, hein, j'avoue. Et donc en 2020, je me suis représentée à ces élections, j'ai été réélue. Et voilà, je suis en train de terminer mon mandat. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je me suis pas levée un jour en me disant je vais être sénatrice. Ça s'est fait selon une série d'opportunités comme ça qui se sont offertes à moi de façon très inattendue. Et voilà, j'ai su saisir le train quand il est passé et j'en suis très heureuse. Et est-ce que en quoi vous aimez bien ce rôle donc de sénatrice dans votre engagement?
Ben, tout simplement parce que, ayant été pendant 10 ans maire de mon village, j'ai pu exercer cette fonction d'élu local qui est extrêmement enrichissante, qui est vraiment une superbe école de vie, mais au cours de laquelle je me suis confrontée à un tas de difficultés dans l'exercice concret de mon mandat. Les collectivités sont vraiment insérées dans un carcan réglementaire législatif qui nous étouffe. On n'a pratiquement plus de liberté. Moi, pour vous dire, en 2016, lorsque François Hollande a commencé à revoir la carte intercommunale, à comment dire, nous insérer dans cette espèce d'intercommunalité à marche forcée, à nous contraindre par des réglementations complètement folles, je m'étais déjà dit que j'arrêterais. Je n'en pouvais plus parce que j'avais l'impression que je n'avais plus les moyens concrets d'exercer correctement ma fonction. Donc ça ne m'intéressait plus. Mais voilà, le fait d'être devenue sénatrice, je me suis dit que j'essaierai à mon modeste niveau de faire évoluer cette situation. Mais bon, j'avoue que le travail est extrêmement dur, fastidieux, et puis ça ne dépend pas que de moi, malheureusement. Mais en tout cas, je m'emploie chaque jour bien à faire remonter ces difficultés concrètes des élus locaux pour essayer d'y apporter une réponse. Voilà, c'est ce qui me motive. Donc, en parlant justement des difficultés, quels sont les obstacles qui ont le plus marqué votre parcours d'élu et en quoi, entre la gestion d'une commune et le travail législatif, quelles sont les différences et quelles sont aussi les difficultés? Dans mon parcours d'élu local, des difficultés, on en a chaque jour, hein. C'est des difficultés financières, parce que quand vous êtes maire d'une commune de 500 habitants, forcément, vous avez un budget au ras des pâquerettes, donc ça nécessite de trouver plein de stratagèmes pour essayer de faire diminuer les factures. Ça nécessite un énorme investissement des élus eux-mêmes, parce que pour rédiger un cahier des charges pour lancer un marché public, eh bien c'est quelque chose de très technique, hein. Il y a beaucoup de juridique, d'administratif, etc. La plupart des grandes communes, ils ont des services pour le faire. Nous, on avait une secrétaire de mairie qui devait faire de la compta, de l'état civil, du juridique. Enfin, on lui demandait 1000 compétences. C'est pas possible. Donc, voilà, elle faisait son travail au mieux, mais on était obligé d'être à ses côtés pour l'aider. Et dans le même temps, on n'avait même pas les moyens de déléguer ce genre de tâches à des cabinets extérieurs, voilà, qui auraient pu nous seconder. Donc concrètement, il m'est arrivé des dizaines de fois de rédiger moi-même le cahier des charges des marchés publics pour des choses complètement, très concrètes, hein. Par exemple, l'engin pour nous permettre de déneiger nos routes était tombé en panne, on devait le changer. Compte tenu du coût de ce matériel, on devait en passer par un marché public. Eh bien, j'ai pas eu d'autre choix que d'essayer de rédiger comme je le pouvais, alors en m'aidant de mes différentes connaissances, en essayant de tirer des infos à gauche et à droite. Donc voilà, on est vraiment au bout de l'exercice là, parce que en même temps, le maire il prend des risques juridiques très importants. S'il y a des erreurs, si le marché est invalidé, etc. Donc voilà, c'est compliqué en termes de difficultés. Moi, je sais que quand j'avais le malheur de me réveiller la nuit et que j'imaginais tout ce qui pouvait me tomber dessus en termes de responsabilité juridique. On prend souvent l'exemple du panneau de basket qui peut tomber sur la tête d'un enfant et pour lequel, eh bien, le maire pourrait être tenu responsable s'il est prouvé que l'entretien n'a pas eu lieu, si. Et là, c'est pareil, hein, ça nous obsède parce que voilà, on sait que on est la cible euh, d'une responsabilité qui est immense, immense. Quand vous êtes à la tête d'une commune, le nombre de cas qui peuvent induire votre responsabilité, qui peuvent vous traîner au tribunal, c'est colossal. Donc voilà, ça a été quand même lourd à porter pour moi en tant qu'élu local. Et ce qui explique aujourd'hui, je pense, la grande fatigue des élus locaux, c'est qu'on est submergé par tout ça. Submergé. Et à l'inverse, voilà, aujourd'hui je suis parlementaire.
c'est plus la même responsabilité. On a une responsabilité immense en tant que législateur par rapport aux textes qu'on vote, mais dans le même temps, vous verrez jamais un parlementaire sur le banc des accusés. Parce que sa loi aura conduit peut-être à des conséquences préjudiciables pour le citoyen. Chose qu'un maire, lui, il encourt cela chaque jour dans tous ses actes. Donc voilà, c'est plus la même perception des choses. Et puis pour vous répondre aussi, la différence entre un maire et un sénateur, ce que je pourrais éventuellement regretter de mon ancienne vie, c'est qu'avant, tout ce que je donnais au quotidien, ça m'amenait beaucoup de concret. Par exemple, le jour où je décidais, je sais pas, de restaurer un bâtiment communal ou n'importe, bon ben voilà, je commençais par faire une étude pour voir où ça me menait en termes de finances. Ensuite, j'allais chercher des subventions. Ensuite, je lançais des marchés. Et puis un beau jour, j'avais le plaisir enfin de voir voilà les travaux terminés et puis mes citoyens pouvoir profiter de ce beau bâtiment. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, je peux passer des jours et des nuits à batailler en hémicycle pour obtenir l'adoption d'un amendement, d'une proposition de loi, etc. Et puis en un coup de trait, de plume, ou lorsque ce texte sera examiné à l'Assemblée, eh bien, il sera réduit à néant. Donc, parfois, voilà, on engage beaucoup d'énergie et de travail dans des actions qui malheureusement ne trouvent pas de concret au final, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Il faut quand même poursuivre dans ce sens. Sachant que vous êtes élu au suffrage universel indirect, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les spécificités d'une campagne sénatoriale et comment vous, concrètement, vous partez à la rencontre des grands électeurs? Alors, les élections sénatoriales sont effectivement des élections très particulières, dans le sens où elles sont très discrètes. Vous ne voyez pas de panneaux, vous ne voyez pas de grands meetings comme on en voit pour des élections législatives ou autres. Tout simplement parce que c'est des campagnes qui se font de façon confidentielle. En fait, chaque équipe a la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre. Moi, dans mon département, je vais aller à la rencontre des 280 communes qui constituent mon département pour aller concrètement pendant 1 heure et demie de temps discuter avec les élus, leur présenter mon équipe, leur présenter mon bilan, mes perspectives, et puis essayer de les encourager à voter pour nous. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est une campagne qui se passe sur un collège électoral extrêmement restreint. Dans mon département, ça représente 2000 à peu près 2700 grands électeurs, donc c'est un corps électoral extrêmement réduit. Les élections municipales viennent d'avoir lieu, donc il y a une partie de ce corps électoral qui vient d'être renouvelé. Alors on a beau être sortant, on a beau avoir un bilan, ben là on se retrouve face à de nouveaux élus qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas. Et donc en l'espace de 5 mois, là, il va falloir qu'on aille à leur rencontre et puis qu'on se fasse connaître et qu'on on puisse les inciter au maximum à voter pour nous. Voilà. Justement, en parlant de vos déplacements, on aimerait savoir comment s'organise le quotidien d'une sénatrice, donc entre les commissions, les séances publiques et votre présence sur le terrain. Comment arrivez-vous à vous organiser? Alors, de façon incontournable, on est à Paris le mardi et le mercredi. Le mardi matin, généralement, il n'y a pas de séance. Il n'y a jamais de séance publique. Il n'y a que des questions orales sans débat. Voilà, c'est des séances de questions très particulières où chaque sénateur peut poser une question très précise au gouvernement. Voilà. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de séance le mardi matin, tout simplement parce que les mardis matins sont réservés aux réunions des groupes politiques. Donc c'est le moment de la semaine où on se réunit par groupe et puis on débriefe un petit peu de l'actualité politique. On détermine également quels sont les sénateurs qui, le lendemain, au moment des questions d'actualité au gouvernement, vont poser des questions. Donc voilà, c'est des moments importants de la semaine. Et ensuite, le mardi après-midi, le mardi soir et également durant la nuit, là, on a la séance publique qui débute, donc avec l'inscription de nombreux textes. Le mercredi matin, c'est pareil, il n'y a jamais de séance parce que le mercredi est réservé, le matin est réservé aux commissions permanentes. Il y a 7 commissions permanentes. Chaque sénateur appartient à au moins une commission, donc la commission des affaires économiques, la commission des affaires sociales,
de l'aménagement du territoire et du développement durable, la commission de la défense, des affaires européennes, je vais en oublier, des affaires culturelles et de l'éducation, et je vais en oublier, j'en oublie toujours une, ça va me revenir, c'est pas grave. Et voilà. Ensuite, l'après-midi, vous avez les questions d'actualité au gouvernement à 15h. Et ensuite, redémarre la séance dans l'hémicycle, donc le mercredi soir, mercredi dans la nuit, et ça se prolonge très souvent le jeudi. Donc mes présences à Paris, elles sont variables d'une semaine à l'autre en fonction des textes à l'ordre du jour. De façon incontournable mardi, mercredi, parfois jeudi. Et puis le lundi, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est plutôt réservé là au département. Donc ça se concrétise par des rencontres avec les élus, des réunions en préfecture ou dans différentes administrations. Je suis également conseillère régionale, donc j'ai pas mal d'obligations liées à ce mandat-là également. Voilà, je vais beaucoup aussi à la rencontre des entreprises qui sont des acteurs importants du territoire. Et puis voilà, et le week-end, bon, c'est réservé à des moments un peu plus conviviaux, on va dire. Voilà, on a souvent des inaugurations, des moments plus festifs dans les communes. Donc on peut considérer que ce sont des moments accessoires, mais pour autant, voilà, c'est aussi des moments où on rencontre beaucoup de citoyens, ou les élus également. Donc, on est interpellé sur différents sujets. Et voilà, moi, je manque jamais une occasion de réaliser ces échanges qui nous permettent aussi de nous nourrir, parfois de nous prendre quelques petites engueulades qui nous font du bien, mais c'est comme ça. Et voilà, et de repartir au Sénat chargé de toutes ces recommandations, toutes ces demandes qui nous nourrissent. Voilà. Et en parlant justement de commission, vous faites partie de celle des affaires économiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement et vous faites aussi partie de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Est-ce que vous pourriez aussi présenter ? Alors, la délégation aux collectivités territoriales, c'est une instance de réflexion, en fait, qui nous permet vraiment d'aller au fond de certains sujets, voilà, liés aux collectivités territoriales, voilà, d'avoir la possibilité, à travers des rapports qu'on peut remettre, de creuser des sujets un peu plus en profondeur, pour également nécessaire à nos collègues pour essayer de mieux comprendre certains dispositifs ou autres. Donc là, c'est plus une instance de réflexion, alors que la commission des affaires éco, alors j'ai fait la liste de tous les domaines qu'elle gère, parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Il y a l'agriculture, la chasse, le commerce, les communications électroniques, la consommation, l'énergie, l'entreprise, la forêt, l'industrie, le logement, la pêche et la politique de la ville. Donc vous voyez, on embrasse quand même énormément de sujets. Et donc tous les textes qui viennent en discussion au Sénat et qui concernent l'un de ces domaines sont d'abord examinés par la Commission des affaires économiques. Donc voilà, on a une masse de travail assez importante, parce que les sujets liés à tous ces secteurs ne manquent pas, évidemment. Et c'est du concret, j'aime beaucoup cette commission. Et le concret, c'est pour ça qu'on avait invité Patrice Ruban, parce que lui, il est plutôt dans l'aspect des idées, des théories, et qui vont essayer de confronter justement et essayer de mettre en place face au concret justement, et qu'on va présenter par la suite. Donc, Nouvel Essor Français semble répondre à un nouveau besoin face à une crise que vous mentionnez, et on voulait savoir en quoi votre expérience, vos études personnelles ont fait que vous avez décidé d'agir. Alors, moi, en fait, la politique, je l'appréhende déjà par une volonté de servir la France et les Français. C'est pour ça que je me suis engagé dans les armées, j'ai fait Saint-Cyr, n'étant pas du tout de famille militaire, mais alors, ayant des parents qui n'étaient pas diplômés, d'ailleurs juste un certificat d'études, mais j'avais la chance à l'époque, on n'avait pas les écrans comme aujourd'hui, il y avait des livres, ma mère lisait beaucoup, et il y avait des bouquins d'histoire, et comme la France s'est taillée à coups d'épée, comme disait le général de Gaulle, qui dit histoire de France dit histoire militaire, qui dit histoire militaire dit des figures comme Bonaparte et le général de Gaulle, qui dit général de Gaulle dit Saint-Cyr, donc ça m'a amené à Saint-Cyr. Donc je savais déjà que c'était qu'un point de passage, c'était pas une finalité. L'armée, c'était une façon de servir la France, c'est pas une finalité.
Et donc, ça m'a amené ensuite à me reconvertir pour pouvoir servir autrement, parce que si vous voulez, quand on est militaire, on est spectateur du déclin du pays sans avoir la main sur les causes, puisque les causes sont fort heureusement pour l'instant extra-militaires. Et donc, pour avoir une certaine liberté d'expression et d'engagement, donc je me suis reconverti, je suis arrivé haut fonctionnaire. Et ayant connu les armées et la haute fonction publique, je me suis dit, je ne connais pas ceux qui nous nourrissent, donc ça nous renvoie à la commission économique, les entrepreneurs. Ça m'a amené à faire 5 années dans une organisation patronale en tant que cadre dirigeant, et donc là, je suis de nouveau de retour dans la fonction publique. Et du coup, fort de ces expériences, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, parce que je ne peux pas supporter d'être spectateur du déclin du pays sans rien faire. De me rouler en boule le matin et de déprimer, c'est pas dans mon tempérament. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on s'est dit, on va faire les choses dans l'ordre. Comme n'importe quel service public et entreprise, on va faire le produit politique. Donc, ça fait depuis 5 ans qu'on travaille en confrontant l'intelligence d'expertise et d'expérience. Donc, on analyse tous les politiques publiques, on fait le produit politique, on le teste, on le reteste, on est à la V3. Et ensuite, on fait maintenant le marketing, le réseau de distribution. Donc, on le fait connaître auprès de tous ceux qui ont la France en partage, qui veulent que la France soit plus prospère et puissante et indépendante. Et donc, on va tirer la manche de toutes les formations politiques qui croient encore dans le pays, donc de droite et de gauche, et on va aussi dans les territoires. Et donc voilà, on a fait le produit, on fait le marketing, le réseau de distribution, et on se nourrit des expériences des élus évidemment de terrain, puisque finalement à la fin seul le terrain commande et les juges de paix sont les citoyens français. Donc il faut non seulement un produit qui soit crédible sur le fond et en même temps intelligible sur la forme pour que tout le monde comprenne en fait. Comme disait Bonaparte, la haute politique c'est le bon sens appliqué aux grandes choses. Donc le bon sens c'est comme la bêtise, c'est la chose la mieux partagée. Donc personne n'est expert de tout, donc il faut simplement expliquer avec pédagogie la situation actuelle du pays et quelles mesures pragmatiques on pourrait prendre pour refaire de la France non seulement le pays le plus prospère et puissant d'Europe, mais on estime qu'à plein potentiel, la France elle peut être sur le podium, c'est-à-dire la 3e puissance mondiale, derrière les États-Unis et la Chine et au coude à coude avec l'Inde. Oui, et parce que vous avez très bien fait de souligner justement aussi l'importance de l'économie et des entreprises. Et donc vous, Madame Sylviane, vous êtes dans la commission des affaires économiques. Mais est-ce que c'est un choix personnel ou c'est imposé quand on est élu sénateur ou sénatrice? Alors quand je suis arrivée en 2018, mon prédécesseur, pour qui je prenais la place, lui appartenait à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc normalement, j'aurais dû être intégrée d'office, puisque j'arrivais en cours de route. Et donc quand j'avais été reçue par mon président de groupe, à l'époque c'était Bruno Retailleau, lors de ma prise de fonction, il m'a dit « Bon, est-ce que cette commission te convient ?» Bon, je lui ai dit « Écoutez, moi venant d'un département touristique, industriel, bon, voilà, moi j'aurais plus d'affinité avec la commission des affaires éco. Mais bon, si je dois si je dois d'abord faire mes armes dans la commission des affaires culturelles, je m'en contenterai. » Et coup de chance, quelques jours après, un sénateur de la commission des affaires économiques a souhaité changer de commission, donc il a libéré une place qui m'a été attribuée. Donc dès le départ, voilà, exactement. Et en fait, chaque groupe politique, en fonction du poids qu'il représente dans l'hémicycle, a droit à tant de places. Donc voilà, il faut attendre malheureusement que une place se libère pour pouvoir y aller. Mais c'est assez souvent qu'il y a des changements comme ça en cours de mandat pour différentes raisons. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là dès le début de pouvoir être intégrée dans cette commission et donc j'ai évidemment souhaité y rester depuis 2018. Et est-ce que c'est une commission qui est ouverte aux idées comme ceux de Patrice, qui propose justement des théories, même des réformes concrètes? Est-ce que c'est quelque chose, ou c'est vraiment une discussion entre sénateurs et sénatrices? Ah non, non, on reçoit très souvent des personnalités extérieures de la société civile, du monde économique, pour justement nous ouvrir à des réflexions. Non, d'ailleurs, Oui. j'ai eu l'occasion de Grâce à la sénatrice, j'ai été permettre invité. à Patrice d'être auditionné par les Tout à fait. délégations aux entreprises. Donc non, on n'est pas du tout fermé en fonction des sujets qui nous arrivent ou à venir. On auditionne très très souvent. Voilà, là on est très pris par beaucoup de textes, mais encore que demain on doit avoir une audition relative à l'hydroélectricité, qui est un vrai sujet. Voilà, non, mais ces auditions sont très utiles pour justement nous ouvrir, ouvrir nos perspectives et nos réflexions en vue de légiférer en fait. Voilà.
Et justement, vous avez gentiment accepté cette interview. C'est aussi une preuve que vous avez une considération avec Patrice, bien sûr, pour les étudiants, les jeunes, leur donner la voix. Leur voix est portée au Sénat, au centre de la législature. Et donc, c'est pour ça qu'on vous remercie énormément Merci. de cette invitation. Et autre chose, moi personnellement, j'étais encore hier dans un lycée, j'interviens énormément dans les établissements scolaires pour leur expliquer quel est le rôle d'un législateur, voilà, leur faire pendant comme ça 1 heure et demie, avoir un échange avec eux, leur expliquer le fonctionnement, comment se fait une loi, comment on l'applique, comment on contrôle le gouvernement, etc. Et je les invite très régulièrement au Sénat. On reçoit très souvent des jeunes pour voilà, leur montrer, leur faire prendre conscience de ce qu'est une institution comme le Sénat. Et je pense là aussi que c'est important. On a tous un rôle d'ambassadeur quelque part à jouer auprès de notre jeunesse qui a parfois beaucoup de mal à trouver une réalité concrète dans ces institutions qui leur semblent très éloignées. Voilà. Nous avions une dernière question, deux dernières questions. Donc, sur 90 000 communes dans l'Union européenne, 35 000 se situent en France. Est-ce que c'est une fierté de la décentralisation française ou plutôt une difficulté administrative qu'il s'agit de résoudre? Donc ça, c'est une question. Alors, pour moi, c'est déjà un héritage de notre histoire. Après, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En ayant été maire d'une commune rurale, je sais quel est le travail quotidien des élus locaux au plus près du territoire. Et je me dis, aujourd'hui, avec l'état déliquescent, avec le monde très globalisé dans lequel on évolue, et qui ne permet pas une proximité que tout citoyen est en droit d'attendre, je pense qu'aujourd'hui, cette proximité, ce maillage très fin de notre territoire, c'est une chance. C'est une vraie chance pour moi parce que vous avez aujourd'hui des élus locaux en tout point du territoire qui veillent sur la sécurité des citoyens, qui sont là pour assurer la cohésion sociale, qui sont là pour répondre à leurs demandes. Moi, j'ai été maire et très souvent, les citoyens ils venaient me voir pour des sujets qui ne me concernaient absolument pas, pour lesquels j'avais aucune réponse concrète à leur apporter. Mais ils venaient vider leur sac. Ils venaient, voilà, en gros, le maire, il est devenu le curé et l'instituteur de l'époque ancienne, où c'est souvent, la mairie, c'est souvent le dernier service public sur un territoire. Et je pense que dans la société numérisée, ultra numérisée, qui est la nôtre aujourd'hui, ultra globalisée, qui éloigne sans cesse le citoyen des pouvoirs, je pense que la commune est une chance. La commune telle qu'elle est considérée en France, avec toute sa spécificité, tout ce maillage très fin. Et après me dire qu'elle coûte cher, écoutez, je vous répondrai que l'immense majorité des élus locaux, ils sont complètement bénévoles. Et pour remplacer, je l'ai été, 3 élus d'une commune rurale, il vous faudrait 10 fonctionnaires, franchement. Parce que chaque jour, il se fait un boulot absolument remarquable. Vous avez des élus qui, quand l'employé municipal est absent, malade, etc., c'est les élus locaux qui vont déneiger, arroser les fleurs, déboucher les toilettes de la salle des fêtes, etc. Enfin, je l'ai vécu tout ça. Hein. Je peux vous certifier que c'est la réalité. Et tout ça, ça se fait sans bruit. Voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journaux pour le relayer, mais c'est la réalité. Et voilà, je pense que les Français, il faut qu'ils en soient beaucoup plus conscients. Alors, sur ce sujet, justement, nous, on a une proposition, c'est qu'on veut faire des maires les couteaux suisses de notre démocratie. Hein. C'est vraiment, ils ont une clause de compétence générale, donc ils peuvent intervenir un peu sur tous les leviers. Il faut leur en donner les moyens. C'est pour ça que nous, on est favorable quand même à un regroupement de communes, parce qu'on a 35 000 communes, effectivement, en France, mais 19 000 qui n'ont pas plus de 500 habitants. Donc après, quels sont les moyens? Les témoignages étaient éclairants. C'est qu'après, le maire se retrouve tout seul pour rédiger un cahier des charges pour un achat qui rentre dans les fourches codines du Code des marchés publics. Donc nous, on est pour
l'idée de supprimer ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI à fiscalité propre, et à regrouper les communes. Parce que plutôt que de fusionner les communes, on a créé une strate supplémentaire. Donc il faut muscler nos communes, fusionner les communes, laisser aux élus 6 mois ou 1 an le temps de discuter, de négocier pour fusionner sous l'autorité du préfet qui est juge de paix à la fin. Et ensuite, les communes qui veulent coopérer, parce que les communes doivent coopérer, même si elles sont plus musclées, si elles font 2000, 3000, 4000 habitants, il faut coopérer quand même sur le transport scolaire, sur l'assainissement, sur différents sujets. Et donc pour ça, il y a les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre. C'est-à-dire que vous avez une strate, vous ne créez pas une strate non élue qui a le pouvoir de lever l'impôt, mais vous laissez vous laissez le pouvoir aux maires qui vont décider entre eux, en toute liberté, de s'associer pour gérer différents sujets d'un intérêt qui dépasse l'espace de la commune. Donc ça, je pense que c'est une solution, c'est une alternative pragmatique, ce qui n'empêche pas d'avoir toujours des élus, parce que évidemment, dans une commune plus grande, on a plus d'élus autour de la table. Donc voilà, on aura toujours cet engagement, mais on aura des communes qui auront quand même des compétences, quelques agents pour avoir des compétences un peu pointues sur les marchés publics et étant donné la complexité administrative, et aussi les moyens financiers. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut arrêter de séparer le décideur du payeur. Il n'y a pas que le volume des communes. Il y a aussi le fait qu'un maire aujourd'hui, en moyenne, sous le contrôle de Madame la sénatrice, n'a la main que sauf cas particulier, sur 30-40% de son budget. La taxe foncière des ménages, la cotisation foncière des entreprises pour l'essentiel. Le reste, ce sont des transferts de l'État et du conseil départemental qui va compenser la taxe d'habitation qui a été supprimée par Emmanuel Macron. Donc nous, on dit qu'il faut que les assiettes soient nationales. On peut prélever sur le foncier, bien sûr, des entreprises, des ménages, sur le revenu des ménages, sur les marges des entreprises du secteur. On met des taux minimum, taux maximum, et on laisse les acteurs jouer dans la cour de récréation, en leur laissant la liberté, en faisant en sorte que les maires aient au moins la main sur 80% de leur budget. Parce qu'aujourd'hui, un maire, dans le système actuel, la bonne gestion n'est pas récompensée, en fait. Un maire, aujourd'hui, vu qu'il n'a la main directement que sur 30-40% de son budget, c'est quelqu'un qui va chasser les subventions. Donc, c'est pas la prime à la bonne gestion, en fait. C'est quelqu'un qui va pouvoir dire à ses administrés, je caricature, hein, bien sûr, regardez, j'ai refait la voirie, j'ai refait le stade, ça vous a rien coûté. Ça va forcément coûter à quelqu'un. Vous voyez ? Donc, redonner aux maires les clés du camion, donc le pouvoir de décision. Pour ça, il faut fusionner des communes, il faut arrêter les EPCI à fiscalité propre qui concentrent de plus en plus de compétences sur le dos des maires, qui du coup sont des boîtes aux lettres, et redonner aux maires aussi la main, si vous me permettez, sur le pognon. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait qu'on veut faire des maires les véritables couteaux suisses de notre démocratie et remettre l'État sur la stratégie. Quelles sont les ambitions pour la France à hauteur de 2045, et ensuite on décline les objectifs dans les territoires et on laisse les acteurs de terrain, les maires, les branches professionnelles, les autres élus et les services de l'État, les préfets, le soin de déterminer le chemin pour atteindre ces objectifs. Et alors, je vais poser une dernière question. Madame la sénatrice, vous avez dit que les maires, c'était les élus les plus proches du peuple. C'est ceux qui interviennent quotidiennement pour aider la population. Mais il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'on voit que les maires aussi sont les plus attaqués. Récemment, on a vu qu'il y a un maire qui a dû démissionner parce que sa voiture s'est fait rayer, il y a eu des menaces de mort. Et donc je ne comprends pas trop ce paradoxe. Comment expliquerez-vous cela? Est-ce à cause du montée du populisme, des extrêmes? Et vous, Patrice, comment faites-vous en termes de mesures pour intervenir, pour essayer de régler ce problème de la délinquance chez les jeunes, etc., dans les quartiers? Alors, comment l'expliquer? Par une forme d'ensauvagement de la société, une décomplexion de l'atteinte à ce qui constituait jusque-là l'autorité, ce qui incarnait l'autorité, hein, les élus, le gendarme, le pompier, l'instituteur, le prof, tout ça a volé en éclats. Comment l'expliquer? Il y a forcément eu des failles dans l'éducation, hein. Moi, je pense qu'il y a un moment où les parents doivent aussi être mis en cause. C'est incontournable. Et puis, les réseaux sociaux ont évidemment, libéralisé quelque part cette forme de violence. En permettant à chacun, derrière un écran, un clavier, de se lâcher sans ou presque sans responsabilité. Et puis, autre
autre facteur que j'aime bien rappeler, c'est que quand on voit aujourd'hui le comportement de certains députés à l'Assemblée nationale, qui se permettent d'invectiver une ministre, la présidente de séance, etc., qui se permettent presque d'en venir aux mains, ben, faut pas s'étonner de voir ça sur le terrain. Voilà, le citoyen, il se dit que s'il voit son propre député agir de la sorte dans une institution comme l'Assemblée nationale, pourquoi il se priverait d'aller faire la même chose avec le maire de sa commune? Voilà, tout simplement. Hein, l'exemple vient du haut. Donc, je crois que là, on est face à un vrai sujet de société. Alors sur la question des quartiers, nous, ce qu'on propose, c'est de faire intervenir les groupes interministériels de recherche, donc en mauvais français, une task force interministérielle, et arrêter de faire uniquement des coups d'éclat ponctuels avec la BAC qui intervient. Donc avec en gros des magistrats judiciaires pour des comparutions immédiates, la police judiciaire, les douanes, les services sociaux, des militaires éventuellement en appui. Donc une task force interministérielle pour extraire dans la durée ce que les anglo-saxons appellent les NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Et les extraire dans la durée en les mettant dans des internats plus ou moins militarisés suivant leur degré de déviance. Donc on a des internats de réinsertion scolaire, donc il y a des jeunes qui ont du potentiel, mais qui sont un potentiel qui est engourdi par leur milieu économique, social, etc. Donc on va les mettre dans des internats de réinsertion scolaire parce qu'on a un des 3 systèmes scolaires de l'OCDE les plus inégalitaires. On n'en parle pas souvent, ça. Hein. Il marche mal, mais en plus, il est ultra inégalitaire. Donc, on donne une chance à ceux qui ont du potentiel. Ceux qui sont en voie de marginalisation scolaire, les décrocheurs, mais qui ne sont pas tombés dans la délinquance, on les met dans les centres EPIC qui existent déjà. Hein. Donc, c'est en gros du savoir-être, lire, écrire, compter. Ensuite, deuxième module, on vous met dans des entreprises partenaires pour découvrir des métiers qui sont en tension et on recrute. Et enfin, on vous met en formation professionnelle. Donc ça existe déjà. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'équivalent pour des jeunes qu'on appelle sous main de justice, qui ont été condamnés. On estime que la prison est totalement contre-productive. Surtout qu'il n'y a pas de travail obligatoire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de recréer les jeunes en équipe de travail qui ont été arrêtés en 2003. C'est pas parce que ça marchait pas, mais parce que le ministre de la Défense à l'époque a estimé que c'était pas le rôle de l'armée nouvellement professionnelle de le faire. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau qu'il n'y a que les militaires qui peuvent, entre guillemets, rééduquer des jeunes qui sont totalement déviants et qui sont en prison. Donc on les met en gros, c'est de faire du travail d'intérêt général encadré par des militaires, avec également du savoir-être, avec également du sport, avec également en bout de course la découverte avec des entreprises partenaires de métiers en tension. Voilà. Donc, en gros, c'est extraire dans la durée. Et là, en fait, dans les quartiers, généralement, c'est 10, 15, 20 jeunes qui pourrissent la vie de milliers de personnes. Hein. Vous les extrayez, ne serait-ce qu'une année scolaire dans la durée, de l'autre côté, enfin, pas dans le territoire, dans des internats, donc comme je répète, hein, de réinsertion scolaire, les centres épides et des centres gérés par des militaires pour, plutôt que de les mettre en prison, les mettre entre les mains des militaires pour faire des travaux d'intérêt général sous couvert du maire, ce qui se passait à l'époque, qui donne les moyens financiers pour faire les joints des Forts Vauban, entretenir les espaces verts, etc. Mais pas encadré par la jambe municipale qui n'est pas du tout préparée à ça. Hein. Encadré par des militaires qui savent donc justement gérer des jeunes et gérer des jeunes un peu à caractère, si vous me permettez l'expression. Voilà. Et ensuite, on les enclenche. Alors tous ne vont pas réussir, mais ceux qui ne respectent pas cet encadrement-là iront en prison sans aménagement de peine, donc avec voire même une peine additionnelle. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui jouent au jeu, découverte de métier et formation professionnelle. Et ça marchait à l'époque. On en récupérait au moins la moitié. Quel message adressez-vous à la nouvelle génération qui souhaite s'investir pour le pays mais qui ne sait pas ou qui hésite sur la forme à donner à cet engagement? Oser, parce que je pense que vous avez toute votre place et si vous considérez aujourd'hui que les pouvoirs publics, les élus actuels ne vous entendent pas assez, eh bien prenez la place qui est la vôtre en vous engageant d'abord au niveau local. C'est déjà un message que j'ai déjà fait passer hier auprès des lycéens que j'avais devant moi. À chaque élection municipale, aujourd'hui, les élus ont une vraie volonté d'attirer les jeunes avec eux pour avoir cette expression de la jeunesse dans leur conseil municipal.
Et il y a que comme ça, que vous serez entendu, qu'on tiendra compte de vos besoins, de vos attentes, et puis derrière investir d'autres strates du pouvoir. Derrière, vous avez des élections législatives, des élections sénatoriales, des élections départementales, régionales. Il faut s'engager. Voilà. Le milieu associatif est également un excellent vivier pour se faire entendre. Voilà, je pense que les jeunes, ils doivent avoir aussi cette volonté de participer à la vie collective et de pas rester dans ce cercle fermé de leurs amis, de leur université, etc. Il faut s'investir au sein de la collectivité.